Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce 5e épisode de Retour au Stand. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour débriefer et analyser le premier Grand Prix de Miami de l'histoire. La Floride a souri à Max Verstappen qui remporte sa 3e victoire en 2022. Le pilote Red Bull s'est offert le 23e succès de sa carrière. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, un nouveau week-end réussi pour l'écurie autrichienne, les Ferrari présents sur le podium. Le tracé de Miami est-il déjà une référence ou un circuit à changer? Enfin, on verra qui sont les tops et les flops de notre intervenant. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 5e épisode de Retour au Stand. Retour au Stand revient après 15 jours de pause dans un format assez inédit pour ce 5e épisode. En effet, je serai accompagné par un seul journaliste pour débriefer Miami et en plus, c'est sa grande première dans l'aventure. Bonsoir à toi Dylan, ravi que tu sois là, bienvenue. Les palmiers, le cocktail, le soleil, as-tu kiffé ce premier Grand Prix de Miami? On avait une pluie de stars en avant-course, c'est sûr. Tu l'as très bien vendu comme Grand Prix, je trouve, quand même, mon cher Quentin. On avait une Alors, pluie de stars. Après, la course, bon, on ne va pas se le cacher, elle était un peu ennuyeuse jusqu'à la safety car. ouais, c'est sûr que ça a été un peu controversé cette histoire parce que effectivement toutes les stars qui ont défilé avant la course, ça faisait rêver avec la fausse Marina aussi, ça faisait rêver ça aussi, mais Oui, c'est clair. effectivement la course n'a pas été à la hauteur des attentes. Alors Max Verstappen s'offre une 3e victoire en 2022, la 23e de sa carrière, je l'ai rappelé un peu plus tôt. Ça a été un week-end assez laborieux, premièrement, puisqu'il a eu des problèmes, notamment en essai libre 2, des problèmes de boîte de vitesse, des problèmes hydrauliques, mais ensuite un week-end satisfaisant avec la victoire à la clé. On pensait que ces problèmes de fiabilité allaient le pénaliser de nouveau, mais finalement, ce n'a pas été le cas. Dylan Verstappen s'est montré très à l'aise sur ce tracé, notamment grâce à ce très bon départ où il se débarrasse facilement de Carlos Sainz. Une belle manœuvre, il faut le reconnaître. Est-ce que toi, avant que les feux s'éteignent, tu pensais qu'il allait faire un bon départ, Verstappen? Oui, bon, on le connaît au départ, il est souvent redoutable. Il a fait énormément de mal à Carlos Sainz. Carlos Sainz n'a pas pu le contrer. Et derrière, il a mis la pression sur Charles Leclerc tout du long et il a réussi son coup. Alors, il est bon sur les départs, oui et non, parce que en fait, j'ai l'impression que quand il est en pole, il a parfois du mal, ou je sais pas, je pense pas que ce soit du stress, mais à chaque fois qu'il part en pole, il y a un petit problème, soit ça patine, soit voilà, il y a toujours un petit truc. Bon là, comme tu l'as dit, il s'est débarrassé de Carlos Sainz assez facilement, freinage tardif comme il sait faire, ça le caractérise plutôt bien. Et puis après, il a fallu 8 tours seulement sur 57 pour aller chercher Charles Leclerc. Charles Leclerc qui avait beaucoup de dégradation sur ses pneus médiums. Donc c'est au 8e tour, au 9e ou bien, qu'il fait la jonction. Et puis, on a bien vu que la Red Bull était supérieure à la Ferrari ce week-end, notamment en termes de vitesse de pointe. Alors, performante, mais pas encore tout à fait fiable, cette Red Bull, avec notamment le problème de Perez et puis les problèmes de Verstappen en essai libre. Dylan, malgré ces problèmes de fiabilité, on a l'impression que Red Bull arrive quand même à mieux gérer ces problèmes de fiabilité par rapport au début de saison. Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair, parce que en soi, Max Verstappen n'a pas eu de problème lors de ce Grand Prix. C'était uniquement Sergio Pérez qui a eu quelques pertes de puissance, des problèmes avec son moteur. Mais Max Verstappen n'a pas eu de problème et on peut le dire, il a contrôlé la course. Ouais, c'est vrai qu'il a contrôlé la course, ses problèmes de fiabilité, voilà, qui ont été plutôt bien gérés, voilà, par rapport au début de saison, je disais, notamment le double abandon à Bahreïn. Donc, on le rappelle, 3e victoire de la saison pour Max Verstappen, le Néerlandais qui a empoché 26 points grâce à son succès et au meilleur tour, ce qu'il porte à 85. L'écart s'est réduit entre lui et Charles Leclerc. Charles Leclerc, parlons-en du coup, une partie de Mm. course assez bonne. Qu'est-ce que tu en penses? En première partie, déjà, les 8 premiers tours, il est arrivé à maintenir Max à distance, au début en tout cas. Oui, oui, il est arrivé à maintenir, mais au bout d'un moment, la Red Bull est tellement supérieure en termes de vitesse de pointe que ne pouvait pas, ne pouvait qu'abdiquer.
Ouais, et puis avec la dégradation des pneus médiums, c'est surtout ça qui, je pense, a fait du mal à Charles. Et d'ailleurs, il l'a dit après la course, on n'arrive pas à gérer ces pneus tendres et ces pneus médiums. C'est la grosse faiblesse, si on peut dire ça comme ça, du début de saison de Ferrari. Bon, du coup, on est au 5e Grand Prix. On a couru 5 Grands Prix. Max Verstappen, Charles Leclerc, c'est le duel de ce début de saison 2022. On est arrivé à 5 Grands Prix. Toi, Dylan, est-ce que tu es plutôt d'avis que Verstappen domine Leclerc? Bon, en termes de victoire, oui, ça l'est. Ou alors, Charles Leclerc a toujours ce petit truc en plus par rapport à Verstappen en ce début de saison. Toi, où est-ce que tu places? Qu'est-ce que tu penses de ce duel et qui a la main mise? Ouais, je dirais plus pour Max parce que la voiture est tellement supérieure en vitesse de pointe. Il y a environ 20 km/h de différence. Donc, pour moi, je pencherais plus vers Max. Après, en plus, on peut le voir, hein, comme tu l'as très bien dit. Il y a 3-2 pour la Red Bull, pour Max, notamment. Donc, 3-2 pour Max. Et les deux fois, c'était en termes de fiabilité de la voiture. Donc, il avait abandonné, c'est ça? Il a abandonné à Bahreïn et il a À abandonné Bahreïn, hein. en Australie aussi, Tout à Verstappen. fait. Donc, c'est vraiment tout ou rien avec cette voiture. Mais dès qu'au niveau de la fiabilité, bah, c'est à peu près correct. Mais, La mais Red Bull juste, est supérieure. justement, tu dis que c'est tout ou rien. Par rapport à ma question, la Ferrari est plutôt constante parce que Charles Leclerc, voilà, est 2 victoires, deuxième derrière Verstappen en Arabie Saoudite. Bon, après, il y a eu cette erreur à Imola qui le fait classer 5e. Moi, je parlerais plutôt de constance de Ferrari. Voilà, certes, les résultats sont là pour Red Bull. Il y a 3 victoires, donc mathématiquement parlant, 3-2 pour Red Bull. Mais au classement, Charles Leclerc est toujours devant, certes à 19 points et certes l'écart s'est réduit, mais est-ce que faut plutôt souligner la constance de Ferrari parce que tu le dis, oui, la Red Bull est supérieure, voilà, 3-2, etc. Mais est-ce que il faudrait pas aussi pointer la constance de Ferrari qui, malgré tout, a réussi plutôt ce début de saison par rapport à Red Bull, non? Ah bah oui, bah, de toute façon, en termes de fiabilité, ils ont réussi, Ferrari. Ils sont quasiment toujours présents. Ils seront aussi sur le long terme, s'ils continuent sur cette lancée, normalement, ils vont être présents, ils vont batailler pour le titre. Mais en termes de vitesse de pointe, ils ont intérêt de s'améliorer. Toi, par rapport à alors Verstappen-Leclerc, quel est le point fort de Verstappen par rapport à Charles Leclerc? Bon, là, du coup, il est revenu à 19 points, il lui met la pression. Est-ce que c'est aussi une question d'expérience pour Verstappen? Oui, bah, par rapport à l'an passé, Verstappen a bataillé tout au long de la saison avec Lewis Hamilton. Charles Leclerc n'a pas encore connu ça. Donc, je pencherais plus pour Max et l'expérience joue énormément. Ouais, justement, Charles Leclerc ne s'est jamais battu pour un championnat du monde. Là, c'est vraiment la première fois où il est même leader du championnat. Et c'est peut-être ça qui va aussi jouer dans le mental, peut-être dans les futurs Grands Prix. Bien sûr, peut-être, ça joue l'expérience. Après, Charles Leclerc, c'est un bâton, on le connaît. Il veut absolument gagner ce, ce titre de champion du monde. Donc, non, ça va être un duel intense. Charles Leclerc qui compte aujourd'hui 104 points, Max Verstappen est à 85, 19 points d'écart donc entre les deux pilotes, écart qui se resserre progressivement. On va parler maintenant de Carlos Sainz et de Sergio Perez dans notre deuxième partie. Carlos Sainz, donc, après les désillusions de Melbourne et d'Imola, il s'est racheté, le pilote espagnol, et il a fait bonne figure en accrochant le podium. Malgré tout, personnellement, je ne l'ai pas trouvé si étincelant. En fait, il a eu une course assez tranquille parce qu'il a réussi à maintenir Sergio Pérez derrière lui. Sergio Pérez qui avait des problèmes sur sa monoplace. Malgré cela, il n'était pas en mesure de se battre pour les 2 premières places. Verstappen et Leclerc étaient trop loin. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Carlos Sainz et de sa performance à Miami, Dylan? Bah, Carlos Sainz, déjà au départ, je pense qu'il aurait pu contrer Max. Il ne l'a pas fait, il a laissé de la place au départ. Ensuite, c'était ni bien ni mauvais, il a conservé sa position. Et après, sans les problèmes de Sergio Pérez,
sans les problèmes de la Red Bull, je pense qu'il aurait été dépassé Ouais, selon toi, par il aurait Sergio. fini quatrième? Oui, je pense. Ça peut être le cas. En plus, enfin, Sergio Pérez est connu pour être un très bon pilote qui n'a pas peur d'attaquer, qui n'a pas peur de défendre non plus. C'est vrai que Sergio Pérez, avec une meilleure voiture, mais ce qui m'a un peu déçu, Sergio Pérez, par rapport notamment à la relance de la safety car, il avait des pneus frais à ce moment-là et il était le seul avec George Russell à avoir des pneus frais. Malheureusement, il n'a pas su profiter de cet avantage. Un petit flop pour ce week-end Sergio Pérez, non? Oui et non, c'était très difficile, fallait attaquer tout de suite, etc. Certes, il avait des pneus neufs, mais Hmm. il a tenté, mais il n'a pas réussi, hein. Par rapport, pour revenir au Ferrari, 5 grands prix, Charles Leclerc a toujours fini devant Carlos Sainz. Encore la dernière fois à Imola, les deux pilotes étaient autorisés à se battre par Binotto, par le directeur de Ferrari. Une nouvelle fois, Charles Leclerc finit devant Carlos Sainz. Les deux monoplaces n'ont pas du tout le même rythme. Est-ce que selon toi, maintenant, on peut parler de hiérarchie chez Ferrari? Au vu du début de saison, je pense qu'on a une hiérarchie. Carlos Sainz connaît un début de saison très difficile. Il est quasiment à chaque fois, d'ailleurs, il est battu à chaque fois par Charles Leclerc et Carlos Sainz a fait plusieurs erreurs. Donc, non, pour moi, on a une hiérarchie. Le premier pilote, c'est Charles Leclerc et le deuxième, c'est Carlos Sainz. Parce qu'après, Carlos Sainz, il n'est pas forcément si loin que ça au classement. Est-ce que toi, tu n'attendrais pas encore le Grand Prix d'Espagne, qui est un tracé européen, voilà, de référence, où les écuries, mais on en parlera tout à l'heure, vont apporter des améliorations? Est-ce que tu ne laisserais pas encore une chance à Carlos Sainz? C'est son Grand Prix à domicile. Donc, on va espérer qu'il va tout donner et peut-être qu'il va me faire mentir. On l'espère en tout cas pour lui. On va passer à notre troisième rubrique, Dylan, le point technico-tactique spécial tracé de Miami. Intéressons-nous au tracé de Miami autour du Hard Rock Stadium des Dolphins, l'équipe de football américain. On redoutait un peu, moi y compris, je l'avoue, de ce tracé voilà, urbain autour d'un stade. J'avais un peu de doute, mais j'ai trouvé ce tracé assez bon, avec des capacités de dépassement, notamment dans la longue ligne droite après la partie sinueuse, après la chicane. Aussi, on a vu des dépassements au départ, au niveau de la pit lane, et puis aussi dans le deuxième secteur, des parties du tracé où on peut dépasser. Donc ça, il y a des choses positives à garder. En revanche, à mon humble avis, il y a beaucoup de choses à corriger également. Et il y a notamment ce fameux virage 14 où Carlos Sainz et Esteban Ocon ont tapé en essai libre. Voilà, les pilotes ont notamment demandé à ce que des protections Tech Pro soient ajoutées. Alors pour ceux qui ne savent pas, les protections Tech Pro, ce sont des blocs en polyéthylène qui sont reliés par des sangles. Plus safe, ça amortit plus. Dylan, selon toi, est-ce qu'il y avait un problème de sécurité sur le tracé de Miami? Ah oui, c'est clair. Bah, au virage 14, comme tu l'as dit, Ocon a pris quand même un choc de 51 G. Donc, Ouais. ce qui est énorme. Non, il faut vraiment renforcer la sécurité, surtout à ce virage-là. Est-ce que tu en tires quand même, à part ce virage 14, est-ce que tu as aimé le tracé en lui-même? Est-ce qu'il t'a fait vibrer par rapport à d'autres? Oui, on avait plusieurs virages très intéressants. Et puis, comme tu l'as très bien dit, la longue ligne droite avec le DRS, c'était très intéressant. Alors, je fais une petite dédicace à Clément Bigois, l'un de nos journalistes, parce que lui, il m'a dit juste après, après le Grand Prix que la longue ligne droite, on pouvait pourquoi pas la couper et refaire un virage, par exemple. Est-ce que toi, tu as trouvé cette ligne droite trop longue? C'est vrai qu'elle était un peu longue. C'est vrai qu'elle était un peu longue. Mais après, avec le DRS, Mm. on refait un peu plus de terrain. Donc, Mm. non, on peut la laisser. Pour toi, ce tracé mérite de rester en Formule 1. On rappelle que les organisateurs de Miami, du Grand Prix de Miami, ont signé un contrat de 10 ans. Est-ce que pour toi, ce tracé peut devenir une référence en Formule 1? Peut-être pas une référence, mais je pense qu'il est intéressant avec cette longue ligne droite, des virages intéressants, bah, notamment comme je vous l'ai dit, le virage 14.
qui pousse à la faute certains compétiteurs. Non, Après, on en demande ça aussi du monte une spectacle. trace. Bien sûr, faut du spectacle, des safety cars, etc. Même si on n'espère pas de safety car pour les pilotes, mais pour le spectacle, il en faut toujours. C'est certain, mais après, il faut bien sûr une limite et pour que ça ne devienne pas dangereux. Dans 15 jours, c'est Barcelone. C'est un Grand Prix qui va être décisif pour la suite de la saison. Pourquoi? Parce qu'un paquet d'écuries vont apporter des améliorations sur leur voiture. Mercedes a notamment parlé voilà, d'améliorations sur la W13. On a aussi Ferrari. Alors, c'est Charles Leclerc qui a demandé par l'intermédiaire de la presse à ce qu'on fasse des améliorations, à ce qu'on apporte des améliorations sur la F1 75. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu attends de ce Grand Prix d'Espagne, notamment en termes d'enjeux, mais aussi en termes d'amélioration, voilà, par écurie. Qu'est-ce que tu attends de ce Grand Prix d'Espagne dans 15 jours? J'en attends beaucoup des Mercedes. Ça fait des semaines qu'ils parlent d'amélioration pour ce Grand Prix d'Espagne. Donc, pour moi, ça pourrait peut-être être un tournant pour les flèches d'argent. Si je devais, euh, si je devais choisir, je choisirais donc déjà les Mercedes, oui, parce que un truel, hein, un match à trois entre les trois écuries, Red Bull, Ferrari et Mercedes, ça me plairait beaucoup, comme en 2018-2019. Là, c'était une belle bataille. Donc oui, effectivement, comme toi, je placerais beaucoup d'espoir sur Mercedes, même si c'est mon écurie favorite. J'attendrai la réaction de Lando Norris aussi après ses déboires. On en parlera dans tes flops. Après ses déboires à Miami, Norris, j'en attends beaucoup parce que c'est une pépite. Ce mec, franchement, je pense, il a un très gros potentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais McLaren l'année dernière a fini P4 au championnat constructeur. Bon, cette année, ils ont eu un début de saison quand même assez laborieux. Norris fait le podium à Imola. Là, il n'a pas eu de chance. Voilà, on en parlera après sur son accident avec Pierre Gasly. Mais voilà, moi, j'en attends beaucoup aussi de Lando Norris qui s'intercale voilà, entre ses Ferrari, ses Red Bull et ses Mercedes, même si la monoplace est assez différente. J'attends aussi une réaction de la part de Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly, je ne sais pas ce que tu en penses, Dylan, mais son début de saison, c'est quand même pas très ouf. Oui, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais les deux AlphaTauri, hein. L'AlphaTauri, pour l'instant, elle n'est pas folle. Alors, l'AlphaTauri n'est pas folle, mais on a quand même remarqué que Tsunoda était bien présent, parce que bon, là, mis à part ce Grand Prix de Miami, Tsunoda, il a fini devant Gasly. Alors, je ne sais plus à quelle course, mais il me semble que Yuki Tsunoda a fini 2 fois devant Pierre Gasly. Bah, déjà à Bahreïn, puisque Gasly a abandonné, donc ça, c'est sûr. Mais voilà, Tsunoda qui donne un petit fil à retordre à son coéquipier Gasly. C'est ce qu'on demande après tout. Ah oui, bah, de toute façon, le principal adversaire d'un pilote, c'est son coéquipier. Eh bien, il est temps de passer à nos tops et nos flops. Je rappelle que vous pouvez retrouver les tops et les flops du Grand Prix de Miami de notre consultant Dylan Venet sur notre chaîne Twitter. Alors, dans tes tops, Dylan, tu as choisi George Russell. Explique-nous pourquoi. Pourquoi? Bah, tout d'abord, j'étais statisticien aujourd'hui, donc je vais vous citer une petite stat. Il n'est jamais sorti des 5 premiers depuis le début de la saison. C'est le seul pilote qui a fait ça, donc il est vraiment constant. Pourtant, avec une Mercedes pas très compétitive pour la victoire. Ouais. On a vu dans ce Grand Prix qu'il pouvait guider son équipe. On a vu à un moment donné qu'il a suggéré à son équipe d'attendre une éventuelle safety car pour changer les pneus. Et c'était une tactique payante puisqu'on a eu une petite safety car. Et à chaque fois, quasiment, il devance son coéquipier qui n'est autre que Lewis Hamilton. Il l'a Donc, d'ailleurs dépassé en plus. Il l'a d'ailleurs oui, c'est dépassé en vrai. course. On attendait justement de voir, avant la saison notamment, ce duel entre George Russell et Lewis Hamilton, un duel 100% britannique. On plaçait beaucoup d'espoir dans George Russell parce qu'avec Williams, il avait fait des merveilles avec une voiture assez faible en bas de plateau. Là, aujourd'hui, le mec arrive.
il est jeune, il a pour coéquipier un septuple champion du monde, et pourtant, il arrive à, voilà, à le distancer, à le mettre hors jeu avec voilà, ses top 5 à répétition. Est-ce que tu trouves, mais je pense connaître ta réponse, mais il est arrivé quand même, il a passé un cap en termes de maturité, non, George Russell? Ah, bien sûr, et puis de toute façon, il passe d'une Williams à une Mercedes, donc la différence est énorme. Euh, non, j'ai l'impression qu'il se plaît vraiment dans cette Mercedes. J'ai hâte de le voir avec les améliorations pour le Grand Prix de Barcelone. Alors, on va passer à ton deuxième top, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon qui partait dernier de la grille au départ à cause de son accident en essai libre. Esteban Ocon finit huitième. Il t'a impressionné, le Français? Oui, vraiment, bah, déjà avec son accident aux essais, 51G, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de se remettre en course et derrière d'être en dernière position sur la grille le dimanche et revenir à la huitième place, être dans les points, non, je trouve ça énorme. Par rapport à son coéquipier qui, lui, s'est montré très agressif, en témoigne son accrochage avec Pierre Gasly. Il a été rétrogradé à la 11e place, Fernando Alonso, suite à ses différentes pénalités. Esteban Ocon, il s'en sort plutôt pas mal par rapport à Alonso en ce début de saison. Oui, vraiment, on voit qu'il bosse, on voit qu'il est présent, qu'il est dans le match. Ton troisième top, c'est Alex Albon. Alex Albon, c'est la petite surprise de ce début de saison, avec une Williams qui est certainement l'écurie la moins performante, la plus faible du plateau, du paddock. Et Alexander Albon qui finit pour la deuxième fois dans les points en ce début de saison 2022, neuvième. Est-ce qu'on peut parler de petite surprise du début de saison? Ah oui, on peut le dire, le type revient en F1 après une saison neutre, du coup. Le type revient en F1 dans une Williams, donc on ne l'attendait pas à pareille fête. Et finalement, il est présent, il est dans le match et il est dans les points. Donc, non, non, c'est vraiment une surprise. En plus, il était plutôt connu pour être performant en qualification. Ce n'est pas trop le cas. Et là, en fait, on a l'impression que c'est l'inverse. Il arrive à se sortir de situations assez, assez incroyables et d'arriver jusqu'au point. Donc, c'est vrai qu'il faut souligner ces performances et cette petite audace d'Alexander Albon. Par rapport à tes flops, tu as mis McLaren. Alors, McLaren, avec donc l'abandon de Lando Norris, et la 13e place de Daniel Ricciardo. C'est vraiment, McLaren retombe dans les travers après avoir fait deux grands prix assez corrects. On va revenir sur l'accident de Pierre Gasly et Lando Norris parce qu'on en a beaucoup parlé en off avant de commencer ce podcast. Dylan, pour toi, c'est Lando Norris qui est fautif sur l'accident. Après avoir revu plusieurs fois les images, je ne sais pas, c'est compliqué. Je pensais qu'il avait la ligne droite de Longchamp pour, euh, Petite pour le dédicace aux courses dépasser. épiques. Voilà. Je pensais qu'il avait la ligne droite de Longchamp, mais finalement, Pierre Gasly revient un peu sur la piste et Lando Norris se rabat un peu sur lui. Pour moi, c'est la faute des deux. Oui, c'est la faute des Mais deux. voilà, c'est un peu la faute des deux. Après, c'est vrai que Pierre Gasly aurait pu le décaler puisqu'il Hmm. allait abandonner de toute manière. Donc, Sachant qu'il avait un peu dévié de la trajectoire juste avant de revenir sur la piste, il aurait peut-être pu s'arrêter, voilà, en sachant que, enfin, il le sentait bien que sa voiture ne pouvait plus continuer. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire il aurait pu s'arrêter et éviter ça. Mais d'un autre côté, ça nous a offert une safety car et ça nous a un peu réveillés, non? ah oui, ça nous a donné un peu de piment, hein, parce que moi, j'étais plus sur zone interdite. Ça, c'est dit. M6 contre Canal+. Voilà. Euh, et donc, ouais, McLaren, qui est pas du tout dans le coup. Ah Daniel non. Ricciardo, 13e, ça te fait quoi? Ça te déçoit de la part de Daniel Ricciardo? Ouais, bah, ça fait 2 saisons maintenant qu'il c'est Hmm. c'est moyen. Donc, non, non, les McLaren, pour l'instant, je les trouve un peu décevants en ce début de saison, alors que tu l'as dit tout à l'heure, ils ont fait P4 au classement constructeur l'an passé. Donc, pour l'instant, les McLaren me déçoivent.
Alors, ton dernier flop, c'est Mick Schumacher. Mick Schumacher qui a fini 15e, donc 15 sur 15 puisque les autres ont abandonné. Mick Schumacher qui a percuté Sébastien Vettel en fin de course. Pourquoi tu l'as mis dans tes flops? C'est bon, j'ai un peu exagéré en le mettant dans les flops, mais pour moi, en fait, c'est plutôt une déception pour lui. Il aurait pu prétendre au point. C'était peut-être la meilleure course actuelle de sa carrière. En tout cas, lui, il l'a Euh, dit. oui, il l'a dit. Il l'a dit. Donc, voilà, c'était sa meilleure course. Et finalement, il gâche ça bêtement. En Hmm. percutant Vettel, pour moi, c'est plutôt de la frustration. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il y a des améliorations dans sa conduite ou alors est-ce que par rapport à l'année dernière, bon, c'est pas les mêmes monoplaces, on le sait. L'année dernière, As a marqué 0 point. Voilà, ils n'étaient pas du tout dans le coup. Ils préparaient 2022 d'ailleurs. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a des améliorations dans son pilotage, Mick? Oui, c'est vrai qu'il y a des améliorations. De toute façon, au fil des courses, il apprend, hein. L'an passé, c'était un rookie. Là, c'est sa deuxième année. Il apprend au fur et à mesure. Après, c'est vrai que voilà, faut effacer ces accidents bêtes. Eh bien, j'espère qu'il t'entendra, Mick Schumacher. Alors, juste avant de finir ce podcast, est-ce que tu as un petit pronostic? Allez, on va dire le podium pour le Grand Prix d'Espagne. Ah, tu m'envoies au casse-pipe là avec les C'est fait améliorations. exprès. Ouais, je pense qu'on va en savoir plus après les essais. Mhm, Euh, je dirais peut-être la Ferrari qui va prendre la revanche sur la Red Bull ouais, avec un Charles Leclerc vainqueur. mhm. En deuxième position, Max Verstappen. Et allez, troisième, George Russell Ah bah sur écoute, le podium. j'allais dire pareil. Je pense que George Russell va aller chercher ce podium. En tout cas, ça promet une belle bagarre entre les trois écuries. Bien, les amis, c'est la fin de ce 5e épisode de Retour au stand. Merci à toi, Dylan, de m'avoir accompagné ce soir dans cet épisode assez spécial puisque nous sommes que deux. Les autres reviendront, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, ben, toi, j'espère que tu reviendras très vite dans Retour au stand. J'espère que l'expérience t'a plu, en tout cas. Non, c'était sympa. Ça change des courses. Oui, ça change C'est des sûr que c'est- courses. C'est pas les mêmes, c'est les, pas les mêmes ah non, courses. Mais... les chevaux sont sous le capot. Exactement. Je rappelle que le podcast est désormais disponible sur Spotify. L'offre est multiple et on en est bien content. Allez, ciao!